Morana, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TNTV. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Ils se multiplient sur nos routes et vont de plus en plus vite. Les vélos électriques trafiqués sont une problématique que les forces de l'ordre prennent au sérieux. Nous nous pencherons sur ce phénomène dans un instant. Éducation ensuite, avec l'ouverture du forum post-bac à la présidence. Nous en parlerons avec notre invité, le directeur général de l'éducation et des enseignements, Éric Tournier. Nous ferons également un point sur la fermeture des classes, le rythme et les transports scolaires. Enfin, place à votre rendez-vous du jeudi, Théara Sport. Nous prendrons des nouvelles de nos athlètes à l'international. Oriano Tefao nous emmènera en Thaïlande, au Brésil et aux États-Unis. Mais avant d'aborder ces titres, il y a du nouveau sur la plateforme Autonomiste. Une première rencontre a eu lieu ce matin entre Gaston Floss et les leaders du Ahire Yaporinetia. La discussion est donc ouverte, mais certains points doivent être clarifiés. Compte rendu de la réunion avec Nicole Sanquer. C'est vrai que pendant le conseil politique, nous avons eu un appel inattendu, donc celui de Gaston Floss, et ensemble, avec le conseil politique, nous avons décidé de répondre à son invitation. Donc ce matin, nous avons rencontré Gaston Floss. Je m'y suis rendue avec Nui Hauluri. Nous voulions savoir un peu plus que ce qui se dit dans les médias. Nous sommes très sceptiques sur une fusion parce que nous voulons respecter aussi nos électeurs et le projet que nous avons proposé à la population. Donc sur la fusion, nous n'étions pas du tout sur la même longueur d'onde. On peut se rassembler sur d'autres sujets, hein. Ça on ne ferme pas la porte. Ensuite, il a beaucoup parlé de l'avenir institutionnel avec le statut du pays associé, et il est clair que nous ne sommes pas du tout sur la même vision de l'avenir de la Polynésie française, mais en tous les cas les échanges ont été très courtois et on a beaucoup débattu aussi sur la situation économique et sociale du pays. Contacté, Gaston Floss n'a pas souhaité s'exprimer. Du côté du Tapura Wir Atiera, le conseil politique s'est réuni. Ils sont d'accord pour entamer les conversations, ce ne serait plus qu'une question de temps. Vous pouvez retrouver un article détaillé à ce sujet sur notre site d'actualité TNTV News. Focus maintenant sur les vélos électriques trafiqués avec un moteur artisanal. Ils sont désormais dans le viseur des forces de l'ordre. Ces engins qui dépassent les vitesses autorisées présentent un vrai danger et ils sont particulièrement populaires chez les jeunes. Le reportage d'Esther Parao-Cordet. Il suffit de circuler dans les rues et de surfer sur les réseaux sociaux pour voir ces vélos équipés d'une ou plusieurs batteries fixées avec du gros ruban adhésif noir. Un équipement illégal capable de rendre le deux roues très rapide. Certains peuvent même dépasser les 40 km/h, soit bien au-delà des 25 km/h autorisés pour un vélo à assistance électrique. Et lors des courses sauvages, les conducteurs prennent tous les risques. Ça explose le scooter, hein, dans le vélo. Il y a trop de fils, ils ont trop modifié. Du tout, c'est pas peu adapté. Hein. Du coup, ça explose le vélo, ça explose la batterie. Ça aussi les risques. Tu as déjà vu des batteries exploser? Oui. C'est très dangereux de modifier. Des fois, ça s'adapte pas. Du coup, ça explose. Ce phénomène n'a pas échappé aux forces de l'ordre. La police municipale de Haroué est passée à l'action dans la nuit de lundi à mardi pour mettre fin à un run de vélos électriques. Les mouteuils ont eu affaire à Fast and Furious. Les agents ont remarqué 2 vélos et ils ont vu les vélos trafiqués. Bon, à la vue, en voyant la police municipale, les 2 jeunes ont pris la fuite côté Pirée. Et après, ils ont essayé pour ne pas perdre de vue, il y avait un qui a essayé de traverser. Et à ce moment-là, les agents ont pu l'interpeller. Et là, ils ont vu que c'est un mineur. Et ils ont vu que le vélo a été trafiqué. Il y avait à peu près 8 batteries sur le vélo. Et pour empêcher ces runs qui mettent en danger la population, les contrôles de vélos trafiqués vont s'intensifier à Haroué et un peu partout sur le Fénois.
On poursuit avec la colère et l'incompréhension des parents d'élèves de l'école Tamahana. Mardi, leurs enfants ont trouvé des mythes dans leurs plats à la cantine. Aujourd'hui, les parents montent au créneau. Les détails avec Nicolas Pérez. La mythe ne mesure que quelques millimètres, mais depuis 2 jours, cet insecte met en émoi le service de cantine de l'école Tamahana à Aroué. À la demande de parents, une réunion d'information a été organisée ce matin dans l'enceinte de l'école avec l'ensemble des parties prenantes. Car outre le problème d'hygiène exceptionnel, certains parents dénoncent surtout le manque de réactivité du côté de la direction. Concernant la directrice, pour nous c'est une chef d'orchestre. Et comme on lui a expliqué hier, c'est qu'à partir de 7h15, on met nos enfants sous sa responsabilité jusqu'à 15h30, 16h. Ce qui est inadmissible, c'est qu'il y a des enfants qui avaient faim et elle ne s'est même pas donné la peine de se renseigner. Donc elle a donné à manger que au CP. Un petit goûter, ça suffit. Et puis quand vous voyez les enfants qui râlent à 16h, qu'ils n'ont pas mangé la cantine, il y a de quoi que les parents à l'intérieur ils sont en colère. Pour justifier cet incident, la société incriminée a envoyé hier un courrier aux parents. Elle explique un manque de vigilance du fait que ces insectes sont de la même couleur que le produit servi. Elle assure également que cet incident ne comporte aucun danger pour les enfants. Des justifications qui ne prévoient pas cependant un dédommagement. On ne peut plus revenir dessus. La compensation, c'est peut-être au niveau de la cantine de ne pas, ce jour-là, de ne pas être facturé. Mais le plus important, c'est vraiment l'aspect psychologique, c'est-à-dire un accompagnement de nos enfants, du point de vue de l'école, mais aussi de New Rest, qu'ils aillent dans les classes, dans toutes les classes. Pas dédramatiser, mais au moins expliquer que voilà. Je pense que beaucoup d'enfants vont regarder leurs assiettes avant d'aller manger dans les jours prochains, mais surtout, peut-être aussi pour New Rest, de réparer en proposant un très beau goûter pour les enfants ou un repas un peu spécial avec explication autour de tout ça. Donc les idées ont été débattues, je pense qu'on s'est mis d'accord là-dessus. Des demandes qui ont reçu un accord de principe par la société New Rest, qui s'est également engagée à ne pas facturer le déjeuner incriminé. Pour la mairie, cet épisode doit servir de leçon. Là, je sais que New Rest reste encore et toujours très professionnel. Voilà, ça s'est passé. Donc, il s'agit pour eux de corriger aussi à ce niveau-là, d'être beaucoup plus vigilants, beaucoup plus rigoureux à ce niveau-là. Mais même nous, puisque c'est toute une chaîne, donc on aurait une réunion rapidement pour que nos cantinières aussi puissent être un deuxième regard pour ce qui nous a été livré. Du côté de la mairie d'Aroué, on assure que la réflexion est engagée sur la mise en place d'une cellule de crise. Sollicitée par notre rédaction, la société New Rest et la direction de l'école n'ont pas souhaité s'exprimer. Toujours dans le milieu scolaire, vous le savez, choisir son parcours après le bac n'est pas une mince affaire. Le forum post-bac organisé aujourd'hui par le pays a justement vocation à accompagner les quelques centaines de lycéens qui préparent leur projet d'avenir. L'occasion pour nous de découvrir les métiers qui recrutent. Andy Ebb et Esther Cuneo. Si une centaine d'exposants ont répondu présents, les métiers des forces armées suscitent toujours autant la curiosité des élèves. Les étudiants ne manquent pas de choix, pas facile pour autant de faire le tri et de choisir une orientation à cet âge-là. Pour l'instant, on ne sait pas encore. On est allé voir tout ce qu'il y avait et c'est très intéressant en tout cas. Pour l'instant, tu es indécise? Oui, pour l'instant, je suis indécise. Tellement il y a de choix qu'il faut vraiment se centrer sur quelque chose. On a énormément de choix, mais on a beaucoup de mal à se renseigner. Ici, on a un forum où il y a énormément d'informations et c'est dur de savoir où s'orienter. Ici, en Polynésie, on a tout ce qu'il faut pour réussir, mais on a juste du mal à communiquer entre nous pour mieux se renseigner en fait. Il y a certaines filières où on est obligé de partir en métropole, mais on a aussi beaucoup de filières qu'on peut retrouver ici et il suffit de les chercher. C'est bien de venir se renseigner sur le parcours à venir après le bac et c'est pas tout le temps que tu as ces jours des portes ouvertes, donc on saisit l'occasion. Célèbre pour ses concours meilleurs apprentis de France, le lycée hôtelier de Otumaoro espère attirer plus d'élèves de Tahiti. La plupart des élèves et étudiants qu'on a sont des îles. Dans certaines îles, il y a la formation de l'hôtellerie-restauration et puis ils viennent sur Tahiti pour approfondir ces compétences-là et puis pour plus tard exercer leur métier. Les formations qu'on a ici sur Tahiti, c'est à la demande des professionnels avec le président qui a annoncé un objectif de 600 000 touristes ici sur Tahiti.
Autre métier porteur, ceux du secteur maritime, le Centre des métiers de la mer propose une formation de greffeur délocalisée sur l'île de Rangiroa. Une nouveauté qui répond à une attente des perliculteurs. Il y a une demande derrière et c'est un souhait aussi du gouvernement de pouvoir mettre en place cette formation et faire évoluer le métier. En attendant, la demande en marins qualifiés reste toujours aussi forte et s'il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Suivant le nombre de candidats qu'on a, on décide s'il faut mettre la formation en place ou l'annuler carrément, ou la reporter. C'est un beau métier, c'est un métier dur aussi. Je parle de partir un certain temps en mer, la vie de famille, elle en prend un coup, on n'y peut rien, c'est le métier qui veut ça. La mer n'est pas toujours belle. Et parce que l'environnement et le développement durable sont aussi des enjeux chers au pays, une nouvelle licence en sciences de la transition écologique et sociétale verra le jour à l'Université de Polynésie. Une formation qui répond à une forte demande du secteur public mais aussi du privé. C'est une nouvelle licence qui va permettre de former des étudiants pour répondre aux enjeux et aux défis environnementaux que devra relever la Polynésie dans les années futures. Les étudiants ils vont être formés dans les domaines du droit, de l'économie, de la gestion, de la géographie, mais également de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie, avec un ancrage polynésien. Et surtout, on va essayer de les amener à être capables de monter, de créer, de gérer des projets pour tout ce qui est de ces défis relatifs au développement durable. Nous, ce qu'on vit, c'est que les étudiants puissent travailler directement en Polynésie française après cette licence. Donc il y a des débouchés professionnels directement après la licence, mais elle est évidemment, comme n'importe quelle autre licence, ouverte à des masters, soit en France, soit à l'international, puisqu'on va travailler en partenariat avec des universités de Hawaï, de Nouvelle-Zélande et d'Australie également. Le forum se poursuit demain et après-demain avant de se rendre à Raiatea le 9 février. Et nous continuons de parler d'éducation avec le directeur général de l'éducation et des enseignements, Eric Toigné Yaorana. On l'a vu dans le reportage, le forum post-bac est lancé. Un forum post-troisième va prochainement être organisé sur Tahiti. Et qu'en est-il des autres îles, des autres archipels ? Juste avant de répondre, je précise l'intention de ces forums. L'intention, c'est de donner de l'information à des élèves qui sont à des moments de leur scolarité pendant lesquels ils doivent prendre des décisions qui sont lourdes de sens. Puisque, pour une part, ils vont engager leur avenir dans les études et puis, bien évidemment, après leur insertion dans la société. Et il est de la responsabilité de l'éducation que de les aider. Alors, il y a nos enseignants, nos professeurs, nos psychologues de l'éducation nationale qui aident les élèves à essayer d'identifier leurs souhaits, leurs désirs, qui leur donnent de l'information. Et ces grands rendez-vous où on réunit l'ensemble des établissements, eh bien, c'est le moyen pour justement pouvoir s'informer et trouver sa voie soi-même. Justement, est-ce qu'on met assez de moyens dans l'éducation à ce niveau-là, y compris dans les îles ? Oui, alors dans les îles, c'est important aussi, bien évidemment. Alors déjà, pour ce qui est du forum post-bac sur l'île de Raiatea, il y aura un forum. Les différents collèges que nous avons dans tous nos archipels organisent tous des séances d'information post-troisième, des salons des métiers, des forums des métiers, avec les professionnels de l'île, avec les parents d'élèves, pour que les élèves aient de l'information et trouvent leur voie. Autre sujet, la population polynésienne est vieillissante, on le sait. Au niveau national, des classes sont fermées pour cette raison-là. Est-ce un problème auquel nous sommes déjà confrontés ici au niveau local ? Alors, on est déjà confronté à cette situation dans le premier degré en particulier, parce que c'est vrai, la natalité baisse, il y a moins de naissances, par conséquent on a moins d'élèves, quelques centaines d'élèves en moins, et si il y a des fermetures de classes, c'est uniquement si cela ne perturbe pas la scolarité des élèves. Nos parents, les parents qui sont dans les îles, savent très bien que nous avons en Polynésie beaucoup d'écoles de toute petite taille, de 1, 2 ou 3 classes. Eh bien, ces écoles, on essaye de les préserver. Même si le nombre d'élèves diminue, il faut préserver parce qu'il en va bien évidemment de la poursuite de la scolarité des élèves sur leur île. Autre actualité, la DG2E a lancé en début de semaine une consultation citoyenne sur de nouveaux rythmes scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires. Pourquoi avoir décidé de changer ce rythme ? Est-ce que le rythme actuel posait problème ? Alors, le rythme actuel, oui, effectivement, peut poser problème. D'abord, ce n'est pas intuitif, mais beaucoup d'heures de classe pour les élèves ne veut pas dire forcément très bons résultats.
La semaine était lourde, 26 heures de classe par semaine, c'est lourd, en particulier pour les enfants qui ont un petit peu de mal à l'école. Par ailleurs, le temps de travail des enseignants était uniquement consacré, ou presque uniquement consacré, au temps de classe avec les élèves. Et nous voulons, avec cette réforme, non seulement un peu alléger le rythme de classe, le nombre d'heures de classe par semaine pour les élèves, mais aussi permettre aux enseignants d'avoir du temps pour se former et pour travailler ensemble. Parce qu'on sait que des enseignants mieux formés, ce sont des enseignants qui font mieux apprendre leurs élèves. Et là, avec cette consultation citoyenne, ce sont les parents qui vont voter, c'est bien ça, hein ? Exactement. Donc on a identifié 5 scénarios de semaine scolaire, avec soit 5 jours de classe ou 4 jours de classe. Sur les scénarios à 5 jours de classe, c'est soit avec 4 après-midi, 3 après-midi ou 2 après-midi par semaine. On veut qu'il y ait beaucoup d'informations et je me réjouis de voir que sur les réseaux sociaux de la DG2E, eh bien, les parents partagent nos publications, commentent nos publications, ils s'y intéressent et on veut qu'il y ait une grande réflexion commune par commune pour savoir quel sera le meilleur rythme pour les enfants, mais aussi pour les parents, parce que bien évidemment, les horaires de l'école, ça a des conséquences sur la vie quotidienne des parents. Une deuxième consultation citoyenne est en cours. Elle porte sur les transports en commun scolaires. Elle est organisée par l'Assemblée cette fois-ci. Les problèmes liés à ce sujet ont des répercussions directes sur la scolarité des élèves. C'est une problématique que vous avez également relevée. Alors, plus qu'ailleurs, en Polynésie, le transport scolaire est important puisque nous sommes sur un immense territoire et le transport scolaire, ce n'est pas uniquement, bien évidemment, le transport terrestre, c'est aussi le transport maritime, le transport aérien. S'agissant du transport terrestre, beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos élèves prennent le bus, le truck, et nous travaillons avec les transporteurs pour améliorer les conditions de transport. Comment est-ce que l'on travaille ? Déjà avec un dialogue très fréquent, mais on essaye aussi de lancer des appels d'offres qui soient suffisamment longs pour permettre aux transporteurs d'acheter du matériel roulant, des bus qui soient plus modernes, qui soient de meilleure qualité. C'est vraiment l'effort qu'essaye de faire la DG2E, de partir avec d'autres relations contractuelles, parce qu'on sait qu'il y a des îles où il y a des sociétés de transport qui aujourd'hui n'ont pas encore eu les moyens d'acheter du nouveau matériel. Eh bien, merci beaucoup Éric Tournier pour toutes ces réponses. Et on fait place à la justice maintenant. La juridiction administrative de Papeete ne se compose que de 7 personnes, mais elle n'est pas pour autant la moins active, elle est même de plus en plus sollicitée. Élections à la CCISM ou encore épave maritime figurent parmi les dossiers les plus médiatisés. L'année qui s'ouvre réserve, elle aussi, de plusieurs affaires d'envergure au tribunal administratif. Laure Philibert nous en dit plus, regardez. Il juge les litiges dont l'une des parties est l'administration. Le tribunal administratif de Papeete a présenté ce matin le bilan de son action pour l'année écoulée. Une année marquée par l'émergence de contentieux environnementaux d'envergure. On avait eu auparavant, vous vous en souvenez sûrement, des saisines qui concernaient une porcherie sur la presqu'île. Là, on a une préoccupation d'intérêt plus large, plus général, avec des recours d'associations. Là, c'est l'association La Planète Brûle qui nous a saisi du refus du maire de Paia de mettre fin à la pollution du lagon par une station d'épuration. Et là, on est saisi du refus de fermeture éventuelle de la décharge de Fa. Autres dossiers qui nécessiteront des renforts au niveau du greffe, 481 recours lancés par des professeurs des écoles concernant leurs horaires. La question de la nouvelle concession de l'aéroport devrait aussi être examinée. Les requêtes des particuliers s'accroissent. On va voir plus facilement le juge administratif. On a un nombre de requêtes qui se situe à 601 très précisément, une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière, c'est quand même beaucoup, plus que l'inflation. On a beaucoup de décisions de l'administration qui intervient dans les domaines les plus variés, les plus divers, et quand on est impacté par ces décisions, on n'entend pas se laisser faire, saisir le juge. L'année 2024 marquera les 40 ans de l'instauration d'une juridiction administrative en Polynésie. Une audience solennelle sera organisée en septembre à cette occasion. Vous pouvez retrouver un article détaillé à ce sujet sur notre site d'actualité TNTV News. Et on poursuit avec notre rubrique du jeudi, Théara Sport. Et
Et c'est avec Oriano Tefao que nous allons faire un tour du monde pour prendre des nouvelles de nos athlètes. Oriano, bonsoir. Alors, on commence avec un coup de projecteur sur Teanihau Taoaroa. Passionné de boxe thaïlandaise, le jeune homme veut devenir professionnel et il n'a pas hésité à poursuivre son rêve en allant en Thaïlande. Oui, Emma, Teanihau se trouve à Bangkok depuis plus d'un mois. Il s'entraîne au Superbon Training Camp où se préparent toutes les stars de la discipline. Le Tahitien est actuellement en stage intensif auprès de Trainer Gae, un des entraîneurs les plus populaires du circuit thaïlandais, mais aussi avec l'ancien champion du One FC Superbon, Ben Chamek. Notre Eto passe des heures et des heures à l'entraînement. Nous l'avons contacté ce matin depuis Bangkok. On l'écoute. Les premiers jours ont été difficiles, mais je commence à m'adapter. Dans le camp, on est entouré des meilleurs coachs, des plus grands champions. C'est une chance pour moi de pouvoir m'entraîner avec ces personnes-là. J'ai entraînement 6 jours sur 7, avec 3 entraînements par jour, 2 heures le matin, 1 heure l'après-midi en cours privé avec Gaë et 2 heures le soir. Ce qui fait que la routine quotidienne, c'est entraînement, dodo, entraînement, dodo, entraînement, dodo. On est ici pour à peu près 1 mois et demi ou 2. L'objectif, c'est qu'à la fin du camp d'entraînement, je puisse faire un combat professionnel en Thaïlande. Ça fait quelques jours que je suis là et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est qu'ici, ils font beaucoup de conditions physiques, beaucoup de cardio, beaucoup de sauts à la corde et beaucoup de power. Ça englobe un peu les entraînements que je fais tous les jours. En tout cas, je vous fais suivre l'aventure sur mes réseaux. Bisous de la Thaïlande. Et direction le Brésil maintenant, où nous allons prendre des nouvelles des Tikitoa qui sont en pleine préparation pour la Coupe du Monde de beach soccer. Nos Tikitoa se préparent contre les meilleures équipes locales sur la plage de Copacabana. Une équipe soudée, prise en charge par l'entraîneur suisse Angelo Schrinzi et Teva Zaveroni. Dans quasiment 3 semaines, les Tahitiens retrouveront l'Espagne, l'Iran et l'Argentine dans leur poule de qualification. Nos Tikitoa montent en régime à l'approche de cette Coupe du Monde, comme nous l'explique leur préparateur physique Teiva Izal, qu'on écoute. On a intensifié l'entraînement le matin et puis le soir. Et du coup, on a quand même fait aussi 4 matchs amicaux ici sur le sol brésilien avec différentes équipes. Ce matin, on a eu un petit training et puis on a discuté avec le chef qui est Angelo Schrinzi par rapport au système tactique qu'on allait mettre en place. Cet après-midi à 17h, là, avec les garçons, on va retravailler le système tactique. Mais sinon, ne vous inquiétez pas et ne t'inquiète pas, les garçons sont bien affûtés, mais il reste encore juste un tout petit peu de poids à perdre. Et puis, je pense que là, ils seront au top de leur forme pour le premier match le 15 février. Muito obrigado! Et on termine notre tour du monde à San Diego où se disputera ce samedi la 29e édition de la Hano Hano Ocean Challenge, un rendez-vous nautique qui rassemble plusieurs disciplines, Oriano. Chaque année, ils sont plus de 700 athlètes sur le plan d'eau. D'ailleurs, plusieurs Tahitiens y participent et seront présents. Parmi eux, Errol Mahoney, vainqueur l'an dernier dans la catégorie Master 40 ans en Osiwan. Il est arrivé ce matin aux États-Unis. Il est prêt à défendre son titre, comme il nous l'explique. Et je vois que cette course, à force d'y participer, ça a pris de l'ampleur. On sait sûr qu'on sera à peu près 600-700 participants, tout confondu. Donc le parcours fait 14 km. C'est pas trop long non plus, c'est ni court. C'est le froid qui va se jouer. Moi, ça va faire ma 4e année que je viens. Ça va, je suis assez habitué au froid. Mais pour d'autres Tahitiens là, qui viennent juste de participer, ça va être un peu plus dur pour eux peut-être de confronter au froid. Et les 2 premières années, en 2018-2019, j'ai fini premier. Ensuite, 5e, premier. Et là, c'est ma 5e année là, que je viens. Et là, je suis parti encore pour essayer de gagner. Et dans 2 jours, on saura ça. Et c'est la fin de cette rubrique. Merci Oriano Tefao, où on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et c'est également la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Juste après, retrouvez vos émissions Moana et Toi. Elles seront suivies de votre série Grey's Anatomy. Demain, Davidson Bennett prendra les commandes du JT pour le week-end. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.